Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers amis, bienvenue au B19. Goedenavond dames en heren, welkom in het B19. Eerst en vooral een paar woordjes over onze organisatie Belgium for Success. Notre organisation veut que la Belgique soit et reste un pays où il fait bon vivre. N'est-il pas temps de construire une Belgique qui se réveille, plus ambitieuse, plus compétitive? La Belgique est un pays prospère qui a un niveau de vie élevé. Cette situation est le résultat des efforts de ses citoyens qui ont su faire preuve d'énergie, d'inventivité, d'esprit d'initiative, d'ardeur au travail et de sens de bonne gestion. Si la partie visible de Belgium for Success se trouve sur notre website, l'autre partie se passe sous forme de lobbying. Pour ce faire, nous avons des contacts avec les plus hautes autorités politiques de notre pays, notamment avec le Premier ministre, et plus particulièrement avec la cellule stratégique au 16 rue de la Loi, dirigée par M. Krenk, ici présent. C'est ainsi que nous avons fait de nombreuses recommandations et propositions au Premier ministre. De quoi s'agit-il? Je vous informe de quelques demandes précises. Par exemple, comment réduire la facture de l'État? Il nous semble que l'exemple doit venir de nos gouvernants. Nous avons donc demandé de faire passer le nombre de niveaux de pouvoir de 5 à 3. Seuls les niveaux fédéraux, régionaux et communaux seraient maintenus. Le provincial et le communautaire seraient supprimés. Réduire corrélativement le nombre de ministres et de cabinets ministériels et de députés à tous les niveaux. Réduire aussi le nombre de fonctionnaires sous statut. Le non-remplacement de ceux-ci ou de ceux qui partent à la pension permettrait une certaine diminution. C'est occupé à se faire. Le gouvernement prévoit 300 000 départs de fonctionnaires à la pension non remplacés. Réduire la facture de la région bruxelloise en réduisant le nombre de communes et en rationalisant leurs services et en augmentant leur efficacité. C'est d'ailleurs une proposition partagée par M. Diliès, bourgmestre d'Uccle, qui devrait normalement être arrivé ou être présent parmi vous. Mais je ne l'ai pas encore vu. Je crois qu'il est dans les embouteillages, etc. Nous sommes pleinement soutenus dans notre action par le Premier ministre et son équipe et par M. Krenk. C'est lui qui rédige les projets de loi. Faut-il rappeler que la réflexion de Belgium for Success nourrit le débat démocratique? Nous sommes porteurs d'un message citoyen que nous défendons et nous voulons faire passer notre opinion avec une détermination sans faille. C'est ce que nous sommes progressivement occupés à réaliser. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous voulons aussi remercier nos sponsors toujours aussi généreux. Il s'agit de Spadel, via les marques Sparin et Bru, ici représentés par M. Marc Dubois, administrateur délégué. Laurent Perrier et ses célèbres champagnes, ici représentés par Mme Axel Andrien, directeur du marché belge. Duvel Mourtkat, représenté par Michel Mourtkat, administrateur délégué. Les établissements HLS, négociants en boissons, notamment les vins, représenté par M. Thierry Lannoy, directeur commercial. Et enfin, la maison d'Andois, connue pour ses fameux biscuits, ici représentée par M. Bernard Elson, administrateur. À tous nos généreux donateurs, encore un tout grand merci. À présent, parlons du sujet de la conférence de ce soir, qui est l'intelligence artificielle et la compétitivité de la Belgique. Avenir radieux ou effrayant? Pourquoi avoir choisi ce sujet? L'intelligence artificielle est en train de modifier en profondeur le fonctionnement des sociétés et de l'économie. Elle va engendrer des modifications notoires dans la compétitivité des entreprises. Les PME sont-elles menacées de mort numérique alors que les grandes entreprises numérisent de plus en plus leurs achats? L'immense puissance informatique met à notre portée des technologies dont nous pouvions à peine rêver il y a 50 ans. Elle offre aux algorithmes des terrains d'exploitation inédits d'où coloniser les mondes et les cerveaux. Les machines ont la faculté d'effectuer une opération sur la base de déduction proche du raisonnement humain.
C'est pourquoi elle suscite des interrogations sur la place laissée à l'humain. La moitié des emplois sont menacés à terme par la numérisation. Voitures autonomes, imprimantes 3D, traducteurs intelligents, drones livreurs, facteurs, convoyeurs, robots juristes ou algorithmes de diagnostic médical. Des implants bioniques vont remplacer les organes défectueux et augmenter les capacités physiques et intellectuelles. Les scientifiques vont créer la vie artificielle, manipuler nos capacités. Jamais la vitesse d'évolution de notre société et l'incertitude n'auront été aussi grandes. En 1990, personne n'avait entendu parler d'Internet. L'année 2012 a été lourde de symboles. Une petite société nommée Instagram est rachetée par Facebook pour $1 milliard. Elle comptait 13 employés. Presque au même moment, une entreprise qui avait compté jusqu'à 145 000 employés se déclarait en faillite, tuée par la photographie numérique. Elle s'appelait Kodak. En réalité, l'aventure humaine ne fait que commencer et tout reste à faire. La révolution se passe dans l'ombre et est silencieuse. Mais attention aux dérives. Larry Page, cofondateur de Google, déclarait en 2010 sans aucun complexe: notre ambition est de contrôler toute l'information du monde, pas juste une partie. Durant les 5 à 10 prochaines années, ces évolutions vont rebattre les cartes à tous les niveaux. Pour nous parler de ce sujet passionnant, plus qu'un expert, notre orateur est d'origine italienne et est professeur d'informatique à l'Université libre de Bruxelles. Diplômé de la faculté de Polytechnique en ingénierie civile, avec une spécialité en physique et docteur en génie nucléaire à l'ULB, il fut pris en charge comme chercheur au centre de recherche d'ISPRA. Ensuite, il devint membre du laboratoire Iridia, le laboratoire d'intelligence artificielle de l'ULB, dont il est maintenant à la tête. Il est professeur depuis 1992 et à temps plein depuis 2004. Il enseigne aux facultés Polytechnique et Solvay les sciences informatiques, la programmation et l'intelligence artificielle. Il est partenaire de différents projets industriels et projets Esprit pour la Commission européenne. C'est un scientifique de haut vol et de manière plus familière, on dira que c'est une grosse tête. Il travaille pour beaucoup d'entreprises, notamment la Banque centrale européenne est par exemple l'un de ses clients. Au cours des 20 dernières années, il a publié environ 300 articles sur ses travaux de recherche qui couvrent le domaine des sciences cognitives, intelligence artificielle pour le contrôle de processus. Il a organisé à l'ULB la 2e conférence sur la résolution de problèmes par inspiration naturelle et 3 conférences européennes sur la vie artificielle. Il a organisé ou co-organisé les 3 premiers ateliers européens sur l'apprentissage par renforcement et il a co-organisé le 2e concours international sur les algorithmes d'optimisation évolutionnaire. Parmi ses principaux travaux de recherche, on lui doit l'algorithme du data mining lazy. Il est encore, en outre, consultant dans de nombreuses sociétés pour la technologie et la business intelligence. Il est aussi nommé à l'Académie royale de Belgique depuis le 16 septembre 2009. J'ai le très grand plaisir de vous présenter Monsieur le professeur Hugues Bersini. Parfait. Écoutez, merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi de voir autant de monde. Hier, justement, j'avais un débat à l'université avec le président de Google, Google Belgique, la filiale belge de Google, et ils n'ont pas d'autre ambition que celle de se débarrasser à jamais des politiques et des services publics et de remplacer tout par l'efficacité de Google. Donc c'est pour vous dire qu'en effet, quand vous parliez de la poussée de l'informatique aujourd'hui dans la gestion du monde, en effet, on est en plein dedans et ça pose de nombreuses interrogations.
J'avais l'intention de vous décliner mon exposé en 3 parties. D'abord, un tout petit peu d'autopromotion. Il s'avère que, d'après ce que j'ai compris, c'est ici on représente la Belgique compétitive. Donc, je vais vous montrer qu'en effet, on n'a pas à rougir de notre statut, notre positionnement en intelligence artificielle en Belgique. Donc, ce sera la première partie, mais ça va durer 2 ou 3 minutes parce que je ne suis pas tout à fait très à l'aise avec l'autopromotion, mais malgré tout, on me l'a demandé, donc j'en ferai un petit peu. Surtout, la partie la plus importante de l'exposé, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Alors, c'est un sujet qui existe depuis les années 50. Je n'y travaille pas depuis les années 50. Je travaille depuis les années 80, mais ça fait quand même pas mal d'années. Et en fait, ce sujet bénéficie d'effets de mode. Alors pour l'instant, on est en plein dedans. Il y a une espèce de mode de l'intelligence artificielle, mais elle était déjà à la mode dans les années 50, quand elle a éclos. Puis elle a été à la mode dans les années 70, dans les années 90. Donc il y a des cycles de 20 ans. Et donc pour l'instant, elle est extrêmement à la mode. Et j'essaierai de vous faire comprendre pourquoi, mais surtout, j'essaierai de vous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle et pourquoi aujourd'hui, il y a quand même un élément assez fondamental qui est en train de se passer. Vous avez sans doute entendu parler du big data ou du machine learning, enfin de l'apprentissage machine. Donc il y a une nouvelle intelligence artificielle qui est en train de s'imposer, celle qui a gagné au Go, celle qui conduit les voitures, celle qui traduit automatiquement, celle qui risque d'ailleurs de remplacer pas mal de professions et pas mal d'emplois. Pourquoi cette intelligence artificielle est aussi, je dirais, performante depuis quelques années. Donc il faut un peu comprendre ce qui est en train de se passer. J'essaierai de manière très simple de vous expliquer cette évolution de l'intelligence artificielle. Et puis je terminerai par parler du numérique et en général. Vous savez qu'il y a beaucoup de critiques, notamment dans la communauté, dans l'intelligentsia française. Il y a beaucoup de critiques de cette informatisation, de cette irruption du numérique dans le monde. On a un peu peur de ces algorithmes partout. C'est vrai qu'il n'y a pas une minute de nos vies qui ne soit pas conditionnée aujourd'hui par un algorithme. Vos smartphones, vos voitures, c'est des concentrés d'informatique. Donc quoi qu'on fasse, l'information que l'on lit est aujourd'hui algorithmisée. Nos transports sont algorithmisés. Donc il y a de plus en plus d'informatique partout. Et généralement, les intellectuels voient ce monde un peu à la Big Brother numérique. Ils le voient de manière un peu effrayante. Ils sont un tout petit peu rétifs à ça. Et moi, je prends le contre-pied par définition. J'aime bien jouer l'avocat du diable. J'espère que vous aurez l'occasion de me faire jouer un rôle que j'adore interpréter, celui de l'avocat du diable. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes révulsé par ce que je raconte ou si vous avez envie de clarification, vous levez la main. J'ai l'habitude des auditoires, puisque c'est mon quotidien. Donc, n'hésitez pas à jouer le jeu des étudiants. S'il y a des trucs qui vous chagrinent, qui vous choquent ou qui vous dépassent, vous levez la main et on prendra le temps qu'il faut. C'est plus sympa comme ça. L'interactivité, c'est plus sympa que le statut monolithique, etc. Donc, n'hésitez jamais. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'opposition à ce monde, à ce Big Brother un peu numérique qui est en train d'envahir nos vies. Et je prends souvent le contre-pied de ça en disant, mais c'est sans doute dans le numérique que nous pourrions trouver aujourd'hui le salut, dans l'intelligence artificielle, qui est un chapitre du numérique, que nous pourrions trouver le salut aux nombreuses menaces, malgré tout, malgré que, bon, depuis quelques années, il y a pas mal de choses qui vont mieux dans le monde, mais il y a quand même des menaces qui pèsent sur nos sociétés, comme vous savez, le réchauffement climatique, les inégalités, pour ceux qui y croient, le transport, vous avez vu, la mobilité dans Bruxelles, c'est quand même pas terrible, il y a les engorgements des villes, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus par le biais justement de cette informatique. Et moi, je défends cette informatique, pour autant qu'elle ne soit pas prise en main par des acteurs privés, notamment les GAFA, qui actuellement sont en train de jouer une espèce, je parlais du débat que j'avais hier avec le président de Google Belgium, parce qu'eux, ils ont une espèce de moto, comme ça, dans leur tête, mais les gouvernements n'ont absolument pas l'efficacité de gérer nos biens publics. Nous allons nous en occuper, et vous allez voir, ça va être sacrément plus efficace. Et ils nous prouvent tous les jours, parce qu'ils sont aux avant-postes de ces transitions technologiques, ils nous prouvent l'efficacité de ces technologies. Mais est-il normal que nous laissons dans leurs mains ce pouvoir, si vous voulez, de contrôle sur nos vies? C'est eux qui gèrent l'information, c'est eux qui gèrent de plus en plus la mobilité, Google Maps, Google Belgium, c'est eux qui vont gérer la transition énergétique, c'est eux qui gèrent de plus en plus aussi les programmes en matière médicale. Vous avez par exemple des sites chez Google qui s'appellent My23andMe, où vous y mettez tous vos génomes. Là, vous savez, on peut collecter tous les génomes de la planète, et c'est Google qui est aux avant-postes de ces transitions technologiques. Est-ce que c'est normal? Ça sera le questionnement que j'ai eu l'occasion de débattre avec président hier, mais j'essaierai de vous faire part de ce débat. Et en fait, c'est parce que j'ai simplement écrit un petit opus pour l'Académie. En fait, il y a eu 2 ou 3 ans, c'était à l'occasion du décès du baron Philippot, il y a eu une série d'exposés sur est-on encore responsable de notre société? C'est quoi la responsabilité? Et j'avais eu l'occasion d'écrire un petit opus qui s'appelait Big Brother is Driving You pour l'Académie, et ça a suscité pas mal de débats, notamment avec les juristes, qui étaient un tout petit peu émus de voir
cette informatisation, parce que l'idée, évidemment, d'une informatique qui s'empare de nos sociétés, c'est que, bien sûr, les informaticiens dirigent nos existences, nos vies, de manière à, on peut espérer, à nous faire mieux vivre. Mais est-ce que c'est le cas, etc. Donc on débattait de cela à l'Académie, et notamment les juristes étaient plutôt opposés et rétifs à cette évolution. Mais d'abord, un peu d'autopromotion. Donc en fait, moi je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Les premiers labos d'intelligence artificielle qui ont été créés en Belgique, c'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est le labo que je dirige, c'était Iridia et un autre labo qui était son équivalent à la VUB. C'était à l'époque où Verhofstadt était ministre de la Recherche. Et il a lancé plusieurs initiatives de recherche en Belgique, et notamment Iridia, mon laboratoire, celui dont je m'occupe maintenant, qui a été créé en 83. Donc, vous voyez, et on parlait évidemment énormément d'intelligence artificielle en 83, au point où Verhofstadt avait décidé de créer, en donnant beaucoup d'argent, puisqu'on a pu engager une dizaine d'assistants, et ce labo a été créé. Et donc c'est un vieux labo, puisque c'est un labo qui a 35 ans, vous imaginez. À l'époque, c'était été créé par le professeur Philippe Smets. Et aujourd'hui, dans ce labo, il y a pas mal de chercheurs. Et si, à part moi, si vous voyez les 4 chercheurs qui sont là, et là, c'est de cela dont je m'enorgueillis, ce sont aujourd'hui 4 chercheurs qui sont parmi les 10 chercheurs les plus cités dans le monde de l'informatique en Belgique. Mais en Europe, ils ne sont pas mal placés non plus. Mais les 4 que vous voyez là, Marco Dorigo, Mauro Biratari, Thomas Stutzel et Christine de Castecker, qui travaillent dans mon laboratoire, ce sont 4 parmi les 10 meilleurs chercheurs en informatique. Donc vous voyez, on a plutôt bien réussi et on n'a pas à rougir. Et ce sont des chercheurs qui sont extrêmement aussi reconnus en Europe, si pas dans le monde entier, puisque de fait, les Chinois nous donnent beaucoup d'argent. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi. Mais parce que de fait, vous savez qu'en Chine, pour l'instant, ils font aussi le virage vers l'intelligence artificielle et ils reconnaissent, aussi lointain que la Chine ne puisse l'être, ils reconnaissent qu'en Belgique, il y a de très belles choses et de très beaux développements qui s'y font, et ils nous aident d'un point de vue financier. Alors, la Chine plus que la Belgique d'ailleurs, ce qui est un peu surprenant. Alors, qu'est-ce que l'IA? Alors, l'intelligence artificielle, c'est l'idée, une vieille idée, une idée des années 50, qui consistait à dire, avec des programmes et des robots, surtout les programmes, parce que vous allez voir, les robots, ce n'est pas encore terrible. Avec des programmes, on pourrait essayer de remplacer, ou du moins s'inspirer, ou faire aussi bien, si pas mieux, que pas mal de, je dirais, capacités humaines, de fonctionnalités humaines, de facettes humaines. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle s'intéresse à toutes, je dirais, les composantes de la cognition humaine. Comme vous voyez, on parle beaucoup en psychologie cognitive de multiples intelligences. Vous avez l'intelligence intellectuelle, rationnelle, vous avez l'intelligence sensorimotrice, la manière de se déplacer, ce qui est plutôt la robotique. Vous avez même l'intelligence sociale, l'intelligence linguistique, l'intelligence musicale. Il y a plein d'intelligences. Eh bien, toutes ces intelligences aujourd'hui font l'objet de recherche en intelligence artificielle. Ça n'est pas uniquement jouer aux échecs, ça n'est pas uniquement jouer au Go. On veut des programmes qui sont capables de se mouvoir de manière habile dans un environnement. On veut des programmes qui soient capables de créer, composer, jouer de la musique. On veut des programmes qui soient des robots qui soient capables d'interagir socialement, donc développer aussi ce type d'intelligence. On veut évidemment des programmes qui soient capables de la dure intelligence, l'intelligence rationnelle, l'intelligence du jeu d'échecs ou l'intelligence de la résolution mathématique. Toutes les facettes de l'intelligence humaine sont aujourd'hui des cibles. Alors, il y en a qui marchent mieux que d'autres, mais sont des cibles pour l'intelligence artificielle. Et pour vous le montrer, je vais très très vite, en 2 minutes, vous montrer 2 films que j'aime bien. Le premier, c'est... Donc, il n'y a pas de son, mais ce n'est pas très grave. Vous allez voir une performance de l'intelligence artificielle qui, en 3 secondes, va résoudre un problème que vous connaissez sans doute, qui est le cube Rubik. Donc au-delà de l'aspect robotique, en 3 secondes, le programme, le logiciel a résolu ce cube. Alors aujourd'hui, il n'y a pas un homme évidemment qui est capable de... Il y a des compétitions sur le Rubik Cube, mais il n'y a pas le moindre... C'est sûr que pour tout ce qui est jeu de l'esprit, pour tout ce qui est jeu de société, pour tout ce qui est aujourd'hui, évidemment, pour des raisons très simples à expliquer, c'est que l'ordinateur peut brasser des millions, si pas des milliards de tentatives à la seconde. Il est évident que pour tout cela, pour tous ces problèmes qui restaient des problèmes d'une grande complexité, aujourd'hui, nous sommes obligés de déposer nos armes cognitives au pied des machines, parce que clairement, vous avez vu le Go, le jeu d'échecs, il n'y a plus aucun jeu de société qui aujourd'hui résiste à la machine. Et beaucoup de processus décisionnels très compliqués sont aujourd'hui une grande facilité pour la machine. Alors, je vais vous montrer ça, c'est une tâche où on excelle. Je vais vous montrer une autre tâche maintenant où on est un peu moins bon. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'on s'intéresse aussi à cela en intelligence artificielle.
Voilà, donc en fait, c'est le football. Les Japonais ont dit, vous voyez, ça c'est un secteur, on peut considérer que, je ne sais pas, entre Neymar et Kasparov, ce n'est pas le même type d'intelligence. Ils sont tous les deux extraordinairement habiles, évidemment, dans les activités. Mais ce n'est pas le même type d'intelligence. Mais même l'intelligence du match de football, vous voyez, alors vous allez voir qu'on n'est pas très très bon. Hein. Aujourd'hui, en robotique, pour jouer au football, on n'est pas très très bon. Ça, c'est en 2011, c'était en 2012, je crois que c'était une compétition, et tous les ans, il y a cette compétition. Ça progresse, mais ça ne progresse pas terriblement. Vous voyez, regardez quand... Voilà. Donc c'est un peu pathétique, la robotique football, parce que déjà, on a énormément de difficultés. Il y en a ma préférée, c'est, vous allez voir, il y a deux robots qui font une espèce de danse un peu particulière. Ils vont se coller, je ne vais pas la faire trop longue. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder ce genre de vidéo, regardez ces deux-là. Voilà. Et donc, on n'est pas très très bon Donc, excusez-moi, de temps en temps, il y a des slides en anglais, mais je raconte tout en français, c'est parce que j'ai pioché un peu dans différents slides. On n'est pas très très bon en robotique. Et rassurez-vous, Neymar n'est pas prêt d'être remplacé. Kasparov, on l'a remplacé. Et si vous voulez, on pourra discuter de pourquoi. Mais Neymar ou Messi, ce n'est pas demain. Et je pense que ce n'est même pas en 2020 ni en 2030. Il y a pas mal de choses qui posent encore énormément de difficultés à l'informatique, au logiciel, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis, je dirais, 5 ou 6 ans? Pourquoi l'intelligence artificielle est redevenue très très à la mode? Il y a 3 raisons. La première, c'est que les GAFA, Google, Facebook, Amazon se présentent comme étant des sociétés d'intelligence artificielle. Si vous parlez à Larry Page, le créateur de Google, il va vous dire, mais moi je suis un chercheur en intelligence artificielle, Google est une entreprise d'intelligence artificielle. Alors évidemment, vu l'importance qu'a prise aujourd'hui Google, si Google se présente comme étant une société d'intelligence artificielle, du coup le mot intelligence artificielle prend évidemment une importance bien considérable. Et la deuxième raison, c'est qu'il y avait un tas de tâches qui résistaient encore à l'informatique. Par exemple, le Go. Les échecs, il y avait longtemps qu'on faisait aussi bien, mais le Go résistait encore. La reconnaissance des visages, la reconnaissance des photos, c'était une tâche pour laquelle l'informatique avait encore un peu de problème. Mais petit à petit, ces tâches commencent à se rapetisser, à s'amenuiser, puisque en fait, comme vous savez, aujourd'hui, les ordinateurs reconnaissent mieux les photos, jouent bien sûr mieux au Go, font un tas de choses mieux que les êtres humains, conduisent mieux les voitures, on en parlera si vous voulez, donc il y a plein de seuils symboliques pour lesquels aujourd'hui l'ordinateur fait mieux. Quand l'ordinateur fait même 1% moins bien qu'un être humain, ça ne fait pas l'objet d'une grande attention des médias. Même si l'ordinateur jouait au Go, moi-même j'ai développé des programmes de Go dans les années 80, on jouait pas mal au Go, mais on n'arrivait pas à battre les grands joueurs de Go. J'ai développé des logiciels pour conduire des voitures dans les années 80. Les voitures conduisaient pas mal, mais sur des autoroutes qui étaient relativement désertées, etc. Bon, maintenant, conduire dans Bruxelles, Square Montgomery à 8 h du matin, ce n'est pas le même genre de challenge, mais on y arrive. Battre le meilleur joueur de Go, on y arrive. Mieux reconnaître sur une photo une tumeur qu'un être humain, voilà, ça, ce sont des seuils très très importants, parce que si on fait 1% de mieux que l'être humain, ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce que maintenant, on va mettre des conducteurs automatiques. Maintenant, on va mettre des radiologues informatisés. Vous comprenez? Ce 1% fait une grande différence, et du coup, et ce 1% est en train, évidemment, de se répandre dans toutes les tâches. Alors, la troisième raison, je vais vous l'illustrer. La troisième raison qui fait qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une grande bifurcation qui est en train de s'opérer dans mon champ. Pendant tout un temps, pendant 30 ans, 40 ans, on a fait de l'intelligence artificielle en imitant les intelligences humaines. On avait besoin des intelligences humaines. Par exemple, pour jouer à un jeu, alors vous allez voir, c'est un jeu ridicule, mais vous y avez tous joué. Je ne vais pas expliquer le Go parce que ça nous dépasserait tous. J'aurais pu faire les échecs, mais même les échecs, c'est parfois, tout le monde ne joue pas aux échecs, mais tout le monde a joué une fois dans sa vie au tic-tac-toe. Donc le tic-tac-toe, c'est ce jeu d'enfant qui consiste à aligner 3 lignes ou 3 ronds, voilà. Et puis c'est un jeu à 2, et celui qui gagne, c'est celui qui arrive à aligner 3 lignes et 3. Je ne vais pas vous expliquer les règles du tic-tac-toe, je ne peux pas imaginer que vous n'ayez jamais joué tic-tac-toe dans votre vie. Eh bien, en fait, comment est-ce qu'aujourd'hui l'informatique, les logiciels ont gagné au Go? Ils ont gagné au Go exactement de cette façon. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont joué toutes les parties que l'on pouvait jouer au hasard. Ils se sont rendus compte, en faisant simplement une compilation statistique, ils ont simplement joué, ils se sont rendus compte que, par exemple, au tic-tac-toe, mais c'est exactement la même chose au Go,
Évidemment, le Go, c'est plus complexe, mais je vous l'explique via le tic-tac-toe, que si vous placez une croix, imaginons que vous devez apprendre à bien jouer en plaçant les croix. Si vous placez une croix au milieu, statistiquement, en jouant au hasard, vous avez beaucoup plus de chances de gagner que si vous passez la croix n'importe où, etc. Ça n'est absolument pas intelligent. C'est simplement jouer au hasard des milliards de parties. Mais aujourd'hui, l'ordinateur est capable, de par sa puissance de calcul, de jouer très vite des milliards de parties et d'apprendre tout à fait au hasard, par apprentissage, qu'en fait, il vaut mieux placer la croix au milieu. Mais ce n'est pas intelligent. Sauf que le résultat est intelligent, c'est-à-dire que l'ordinateur apprend à bien jouer, mais la manière dont il parvient est vraiment fondamentalement crétine et stupide. Alors, comment est-ce qu'on jouait avant ? Alors ça, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre, mais en fait, quand j'enseignais à mes étudiants le jeu du tic-tac-toe, en fait, ils programment différemment. Ils disent, OK, la croix, je la mets comme ça, et puis mon adversaire va mettre un rond, et puis je vais mettre une croix, etc. Et se crée un arbre, et à l'issue de l'arbre, il y a des configurations de jeu, et parce que je connais les règles du tic-tac-toe, je vais évaluer les configurations intermédiaires en mettant ce qu'on appelle, ce que les informaticiens appellent des heuristiques, ça veut dire à quel point de cette configuration je suis proche de la victoire. Mais vous voyez que ça demande, c'est très important, ça demande une expertise humaine. Ça demande un humain qui connaît les règles du tic-tac-toe, qui sait jouer au tic-tac-toe, etc. Aux échecs, quand Kasparov s'est fait battre par Deep Blue, mais ça c'est il y a déjà 10 ans, c'est comme ça que Kasparov s'est fait battre par Deep Blue. C'est-à-dire qu'en fait, on déployait un arbre, les coups de l'ordinateur, les coups de Kasparov, les coups de l'ordinateur, les coups de Kasparov, et puis on arrivait dans des configurations intermédiaires. C'était trop difficile d'exploser tout l'arbre des échecs. Parce que vous savez, si vous faites tout l'arbre des échecs, c'est un nombre de coups inimaginable. C'est presque plus que 10 fois le nombre d'étoiles dans l'univers, le nombre de coups possibles. Et donc il fallait réduire, voilà, on n'avait pas le choix, il fallait réduire le nombre de coups possibles. Et c'est un expert humain qui disait, oui, mais bon, ici, si tu perds ta reine, c'est pas un bon truc. Ta tour aussi, ce sont des pièces importantes. Donc il y avait un expert aux échecs qui réduisait l'arbre des possibles avec la compétence humaine. Mais aujourd'hui, les ordinateurs sont tellement puissants qu'on n'a pas besoin de la compétence humaine. On peut se débarrasser complètement de l'expertise et laisser l'ordinateur par lui-même essayer toutes les configurations. Mais ça, c'est une révolution. C'est une révolution, et ça, on ne s'y attendait pas, et ça, c'est dû à la puissance machine. Pour vous donner un autre exemple, c'est la voiture autonome. Moi, je faisais des voitures autonomes dans les années 80 et je les ai fait comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Un ingénieur, il y a peut-être des ingénieurs dans la salle, quand vous essayez d'automatiser un procédé, mais comment vous faites ? Un ingénieur qui se tient, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de modéliser mathématiquement le procédé. Il fait ce genre, c'est ce que vous trouvez dans les bouquins d'automatique de première candidature en Polytech. C'est un classique. Vous faites une analyse mathématique du procédé, vous faites une analyse mathématique de ce que vous essayez de réaliser avec ce procédé. Par exemple, si vous avez une voiture, vous dites que la voiture doit circuler sans heurter des obstacles, aller le plus vite possible à sa cible, sans consommer trop d'essence, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle, en automatique, c'est ce qu'on appelle une fonction coût. Et puis, vous faites une grosse résolution mathématique et vous trouvez la commande optimale. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est comme les ingénieurs le font. Mais ce n'est pas comme ça que fait aujourd'hui l'intelligence artificielle. Vous savez comment elle fait l'intelligence artificielle ? Elle fait rouler des voitures humaines avec des conducteurs. Elle met une caméra pour filmer tout ce que le conducteur voit et elle prend un système d'enregistrement pour enregistrer tout ce que le conducteur fait. Elle crée une immense base de données de toutes les conduites humaines qu'elle a pu enregistrer, mais on peut enregistrer beaucoup de conduites humaines. Aujourd'hui, il suffit de mettre des capteurs, des senseurs sur les véhicules et vous enregistrez la manière dont les humains conduisent. Et puis comment vous faites ? Vous prenez ce qu'on appelle un réseau de neurones, enfin c'est une technologie d'intelligence artificielle qui est là, et vous dites, OK, mais toi, réseau de neurones, ce que tu dois faire, c'est imiter les conducteurs. Quand le conducteur voyait ça, il a fait ça. Par exemple, quand il voyait un obstacle, il a tourné à gauche ou il a freiné, etc. Donc en fait, tu crées une grosse base de données qui compile toutes les expériences prenez les meilleurs conducteurs de la planète, vous pouvez faire ça, et vous apprenez ce qu'on appelle un système d'apprentissage, vous apprenez à conduire. Vous voyez qu'il n'y a pas d'intelligence. On a simplement imité bêtement tous les conducteurs en faisant ça. Et bien c'est aujourd'hui comme ça que la plupart des voitures autonomes conduisent. Mais on fournit évidemment à ces systèmes, par l'expérience, notre expérience que l'on peut compiler dans des grosses bases de données, on fournit à ces systèmes une matière extraordinaire, dont ils se servent évidemment pour apprendre à nous imiter, et non pas nous imiter, mais nous dépasser. Parce que finalement, ils font pratiquement mieux que nous. Alors le dernier exemple que je vous donne, pour bien comprendre, c'est la traduction automatique. Vous avez tous utilisé Google Translate.
Bon, c'est pas mauvais, hein. Il y a des gens qui critiquent les linguistes, tout ça, ils disent, c'est évidemment, si vous essayez de traduire un poème de Baudelaire en anglais ou un poème d'Edgar Allan Poe en français, c'est pas parfait. Mais pour la majorité des courriers administratifs, etc., qu'on reçoit, je suis sûr que tous, vous vous êtes fait aider par Google Translate ou un équivalent, parce que c'est quand même une aide et c'est extraordinaire. Ça fonctionne. Moi, parfois, je reçois des messages chinois, mais écrits en chinois, je mets dans Google Translate. Je ne suis pas sûr que la traduction soit parfaite, mais je comprends ce que ce chinois me voulait. Donc, il y a bon. Et vous savez comment ils ont fait Google Translate? J'ai pris une phrase. Prenez une phrase en français. Bon, c'est une phrase idiote, hein. Je vais t'amuser avec ça. Après ce plat de faillot, mon arrière-train sifflera 3 fois. Bon, elle était un tout petit peu ambiguë, voilà. Bon, et Google Translate ne fonctionne pas très bien, hein, puisque c'est ce qu'il me propose comme traduction. After this dish of baked beans, my inquires whistled 3 times. Bon, il est passé complètement à côté du truc. Bon, mais tout le monde n'est pas censé non plus comprendre cette phrase. Bon. Alors, ce qui est amusant, c'est que si vous l'aviez fait faire par un vrai traducteur humain, il aurait proposé une autre traduction. Il aurait essayé de garder l'esprit de la phrase, l'humour de la phrase, il aurait peut-être trouvé le jeu de mots. Bon. C'est sûr que Google Translate ne le fait pas. Mais néanmoins, comment on fait? Parce qu'il y a quand même des systèmes automatiques, informatiques qui fonctionnaient différemment. Comment fonctionnent, jusque dans les années 90, 2000, etc., comment fonctionnaient les systèmes informatiques? C'est ce qu'on appelait des analyseurs syntaxiques, des analyseurs sémantiques. Comment ils faisaient? Ils essayaient de faire une découpe syntaxique de la phrase. Par exemple, ils trouvaient le groupe verbal, le groupe nominal. C'était des linguistes qui travaillaient sur ça. Et puis, ils essayaient de comprendre le sens. Et là, peut-être, en comprenant le sens, ils auraient peut-être vu le lien avec le film. Et puis, ils essayaient de proposer une traduction. C'était très intelligent. C'est une manière très intelligente de faire parce que ça captait un tout petit peu de la capacité, de la qualité humaine. Les linguistes étaient encore au travail. Aujourd'hui, les linguistes sont au chômage. On n'a plus besoin des linguistes. Vous savez pourquoi on n'a plus besoin des linguistes? Parce qu'on s'est servi de toutes les traductions qui existent dans les serveurs. Donc la quantité extraordinaire de bouquins qui ont été traduits depuis l'origine de la traduction, depuis l'aube de l'humanité. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Le même principe. On donne ça à pâture dans un grand système qui va apprendre à partir d'exemples. Vous lui donnez tous les exemples français-anglais et il va apprendre à traduire, et c'est ce que j'ai fait ici. Là. Bon, il a rencontré quelque chose de semblable dans un texte précédent, et donc ce sont à nouveau les systèmes qui apprennent à traduire. Pas besoin de linguiste. Au même titre que vous n'avez pas besoin d'ingénieur pour conduire une voiture, au même titre que vous n'avez pas besoin d'un expert aux échecs pour jouer aux échecs. Simplement par apprentissage et par imitation de tout ce que nous laissons aujourd'hui sur les serveurs web, etc. Ça, c'est très très important. Oui ? Non, mais bien sûr, il n'a pas compris la plaisanterie. Mais je pense que cette plaisanterie, personne ne l'a jamais faite. Et donc, dans les bouquins duquel il s'est servi pour traduire ça, il y a quelque chose qui ressemblait. Il a dû voir Plat de Fayot, il a traduit Plat de Fayot. Donc, il construit cette traduction à partir des exemples, mais jamais personne dans un bouquin. Si quelqu'un avait eu l'occasion dans un bouquin de présenter une phrase comme ça, et que quelqu'un, un linguiste suffisamment malin, avait proposé une traduction, eh bien, il aurait reproduit cette traduction. Mais la phrase était suffisamment bête et originale pour que personne ne l'ait jamais fait. Alors, vous voyez que c'est une évolution importante en l'intelligence artificielle qui est en train de changer la donne. Et moi, je différencie 2 intelligences artificielles. Celle d'avant, que j'ai appelée consciente, et celle de maintenant. Celle d'avant, ce qui est très important, c'est qu'elle avait besoin de l'expertise humaine. Elle avait besoin d'un ingénieur, elle avait besoin d'un savant. Celle de maintenant, elle est indifférente à l'expertise humaine. On n'a plus besoin de la moindre compétence humaine. Et qu'est-ce qu'on fait? On apprend, ou en jouant au hasard, ou en faisant les choses au hasard, ou en se servant, en piochant dans les quantités extraordinaires de réalisation, d'expériences que nous laissons traîner. Vous savez pourquoi les systèmes reconnaissent bien les photos? C'est parce que nous laissons des milliards de photos aujourd'hui sur le web et nous labellisons ces photos et les systèmes apprennent à reconnaître sur base de ça. On laisse une quantité extraordinaire de traces que les systèmes peuvent utiliser pour apprendre. Alors c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on appelle le big data aujourd'hui. Donc par exemple, ce que c'est faire aujourd'hui, ça c'était impossible à faire il y a 5 ans. Aujourd'hui, vous montrez une photo et automatiquement, le système vous dit ce qu'il y a sur la photo. Mais ce n'est pas facile à faire, ça. Ça, c'est tout à fait automatisé. Et ça marche du tonnerre. Donc, vous voyez, ici, c'est des exemples. Vous mettez la photo là, et puis le système va vous dire c'est un type en noir qui joue de la guitare. Ben ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du deep learning, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait apprendre au système à reconnaître mais on avait des milliards de photos à notre disposition. Et qui c'est qui labellise ces photos pour vous, pour qu'il y ait un vrai apprentissage? Ben vous le faites.
chaque internaute, parfois tag les photos, labellise les photos. Et puis vous savez, il y a une profession qu'Amazon a créée qui s'appelle le Mechanical Turk ou l'Amazon Turk. En fait, c'est des petites mains, surtout en Inde ou dans des pays un peu plus pauvres, qui sont payées des salaires de misère pour labelliser les photos. Et c'est ce qu'ils font à longueur de journée. Ils labellisent des photos, c'est-à-dire qu'ils fournissent à Google, à Facebook, la matière première. On parle de la data aujourd'hui comme le pétrole, qui est une nouvelle matière première. Donc c'est ces data-là qui font fonctionner. Évidemment, ces systèmes n'auraient jamais fonctionné si vous n'aviez pas des milliards d'hommes en noir qui jouent de la guitare ou des hommes qui jouaient de la guitare, etc., sur lesquels ils ont pu se baser pour apprendre. Alors quelque chose de très important qu'on a tendance un tout petit peu à oublier, c'est que ce n'est pas parce qu'un système, automatiquement, vous dit sur cette photo, il y a un homme en noir qui joue de la guitare, c'est la première photo, ou sur cette photo, il y a un homme en bleu en maillot qui est en train de surfer sur la vague, que le système en question, c'est ce qu'est un homme, c'est ce qu'est une guitare, c'est ce qu'est d'être en noir. Donc c'est là qu'il faut faire très attention. L'intelligence artificielle est capable de performances extraordinaires, mais ne lui attribuons pas trop de choses. Pour nous, être capable de reconnaître une photo comme ça, c'est être capable de comprendre la photo. Bien sûr, si je dis c'est un homme en noir qui joue de la guitare, je sais ce que c'est jouer de la guitare, je sais ce que c'est être habillé en noir, etc. Pour ce système, pas du tout. Il labellise cette photo parce qu'il a appris à le faire à partir de milliards de photos, mais il ne le sait pas, et vous pourrez commencer à l'interroger, mais ça veut dire quoi jouer de la guitare? Vous verriez que ce système-là, il ne va même pas vous répondre. Il est capable de mettre une phrase sur une photo, mais il n'a pas la moindre idée. Donc ne donnons pas trop non plus de poids et de capacité à ces machines. Alors, je vais pas... Il y a quelqu'un qui est responsable de cette ambiguïté, c'est le créateur de l'intelligence artificielle. Le grand génie de l'intelligence artificielle, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est Alan Turing. Alan Turing, c'est le premier à avoir donné une définition de l'intelligence artificielle. On lui a dit, mais c'est quoi l'intelligence artificielle? Et Alan Turing, il a dit, mais moi, j'en sais rien. L'intelligence artificielle, c'est difficile à définir. Mais il a dit, je vais vous proposer un test. Si la machine est capable de réaliser ce test, eh bien alors elle sera intelligente. Et ce test a consisté à bluffer l'utilisateur de la machine sur sa nature. C'est-à-dire, en fait, vous dialoguiez avec une machine, et si vous aviez l'impression de dialoguer avec un être humain, et qu'il s'agissait d'un logiciel et d'une machine, alors à ce moment-là, la machine pouvait être qualifiée d'intelligente. C'était la définition d'Alan Turing. Alors aujourd'hui, bien sûr, on y parvient. Il y a des systèmes de dialogue, vous avez vraiment l'impression, le test de Turing, c'est bien une réalité industrielle. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des chatbots, et vous dialoguez avec la plupart de systèmes de dépannage, d'assurance, etc. C'est souvent des machines qui dialoguent avec vous, et ça marche pas mal. Ça marche vraiment pas mal. Donc, en fait, pas mal de systèmes aujourd'hui réalisent le test de Turing. Mais ce que Turing n'avait jamais dit, c'est la manière d'y parvenir. Parce que pour Turing, il semblait évident que pour réussir à faire ça, il fallait être intelligent. Pour dialoguer aujourd'hui de manière sensée, etc., on a l'impression qu'il fallait être intelligent. Or, vous savez comment les machines dialoguent? En fait, elles se servent de tous les dialogues que nous avons entreposés sur les serveurs. De nouveau, même principe, elles utilisent tous les dialogues, et puis il suffit de lui dire à la machine comment ça va. Eh bien, si dans la tonne de dialogues que la machine a entreposé, un jour elle a vu comment ça va avec une réponse « ça va bien et toi ?» eh ben, qu'elle va répondre « ça va bien et toi ?» Parce que statistiquement, c'est sans doute la réponse qui a été la plus fréquente. Et vous êtes très satisfait, vous dites bah, « c'est super, elle comprend ce que je dis, ça va bien et toi », etc. Or, pas du tout, puisqu'elle s'est simplement servie de tous les dialogues. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Ce n'est pas forcément intelligent de se comporter intelligemment. Vous voyez, il faut comprendre cette ambiguïté. Alors, ces machines deviennent de plus en plus inconscientes parce qu'elles se comportent, mais elles ne savent pas pourquoi elles se comportent comme ça. Parce qu'elles ont appris presque inconsciemment. Comme nous, quand on conduit une voiture, on ne sait pas pourquoi on conduit la voiture correctement. C'est parce qu'on a aussi appris à conduire une voiture par essai et erreur. Et donc, en fait, les psychologues, dans les années... il y a un psychologue que j'aime beaucoup, qui est un des rares psychologues qui a obtenu le prix Nobel d'économie, qui s'appelle Danny Kahneman, et qui dit que dans la cognition humaine, il y a deux volets. Il y a le volet inconscient et il y a le volet conscient. Eh bien, aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui semble emporter damer le pion à l'autre, c'est l'intelligence artificielle inconsciente. C'est-à-dire celle qui apprend par imitation en se servant des expériences. Et l'intelligence artificielle consciente, celle qui comprend ce qu'elle fait, si vous voulez, celle qui serait capable de vous expliquer ce qu'elle fait, ben celle-là est en train de disparaître, de petit à petit laisser le champ libre à l'intelligence artificielle inconsciente. Et c'est ça qui fait aussi
que pas mal de mes interlocuteurs, ils disent mais arrêtez avec cette intelligence artificielle, aujourd'hui il ne faut plus appeler ça intelligence artificielle, appelez ça machine learning, apprentissage machine, parce que c'est ça l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage, les données multiples, le big data. Moi je m'oppose, parce que dans les années 80 on ne faisait pas comme ça. Alors il s'avère que maintenant ça marche étonnamment bien de faire comme ça, mais ça c'est à cause du web, c'est à cause de la puissance des machines, c'est à cause de la puissance des capteurs, de l'envahissement des capteurs et de ces machines qui sont capables de nous imiter partout et comment. Alors, je vais passer maintenant un peu à la dernière partie de l'exposé. Comment la Belgique peut exceller? Alors, ça, c'est un tout petit peu bon. Ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'était relativement... voilà, ça peut faire l'unanimité. Là, c'est un peu plus délicat, ce que je vais vous dire. Combien il me reste combien vous me donneriez encore comme temps? Dites-moi, je suis votre homme. 20 minutes. Alors, 20 minutes de provocation. Ça, c'était l'histoire Big Brother is driving you. Alors, comment la Belgique peut exceller? Alors, on a des excellents chercheurs. Pas de problème, on n'a pas à rougir. Je vous ai dit, même dans mon labo, on a de très très bons chercheurs qui sont parmi les meilleurs chercheurs européens en informatique et en intelligence artificielle. Alors, moi, je défends, si vous voulez, l'idée que cette intelligence artificielle, elle peut nous aider à mieux vivre. Elle peut vous aider à rendre le monde meilleur. Pour un tas de raisons que je vais vous montrer, pour autant qu'on accepte évidemment de lui confier, jusqu'à un certain point, de lui confier un peu nos existences. Et donc on accepte cette idée, qui peut choquer évidemment quand on la nomme comme ça, qui est cette idée de gouvernance algorithmique. Que des algorithmes prennent possession un peu de nos existences, mais dans un sens plutôt bienveillant, hein, essayer évidemment de nous faire mieux vivre, comme les voitures autonomes, comme la transition énergétique, etc. Je vais vous montrer beaucoup d'exemples, hein, vous verrez. Et donc confier nos existences, alors c'est un peu bizarre, parce que je dis, oh là là, la gouvernance algorithmique, c'est un peu effrayant, c'est l'histoire du Big Brother, hein, c'est un peu effrayant, sauf si évidemment nous décidons de la manière dont doivent fonctionner ces algorithmes, et que nous acceptons collectivement, collégialement, que ces algorithmes fonctionnent d'une certaine manière. Alors, optimisation des transports publics. On va parler des transports tout de suite. Vous verrez que moi, je contribue beaucoup à essayer d'optimiser ces transports publics. Consommation énergétique optimisée, la fameuse transition énergétique. On sait très bien qu'on est en train d'aller dans le mur si on continue à consommer les énergies fossiles de la manière dont on le fait. Il y a évidemment des transitions à mettre en place et très urgemment. Les contrats smart, vous en avez peut-être entendu parler, ce qu'on appelle la blockchain. Je parlerai de la blockchain et du bitcoin très rapidement, mais pendant 2 minutes. On peut aujourd'hui rendre les transactions beaucoup plus fiables et beaucoup plus honnêtes qu'elles ne l'étaient. Vous savez que la blockchain, c'est une technologie qui vient avec le bitcoin. Le bitcoin était une monnaie tout à fait virtuelle, dont il est très facile, a priori, de tricher, puisque rien de plus facile à dupliquer que quelque chose de virtuel, hein, puisqu'il fait copier-coller. Hein, un bit, vous copiez-coller, vous avez 2 bits. Eh bien, le bitcoin, vous faites copier-coller, vous avez 2 bitcoins. Mais ça, c'est un problème d'avoir 2 bitcoins alors que vous n'en possédez qu'un. Comment faire? C'est ce qu'on appelle le double paiement. Il y a toute une technologie qui a été mise en place. Et cette technologie, elle a beaucoup d'avantages, puisque de fait, ça permet de rendre beaucoup de transactions beaucoup plus fiables et beaucoup plus honnêtes et beaucoup moins risquées qu'elles ne pouvaient l'être auparavant. Donc, il y a plein d'idées algorithmiques qui sont à prendre pour rendre nos sociétés meilleures. Alors, je vais parler de choses plus choquantes. Police prédictive, justice prédictive. Vous avez parlé dans votre exposé des ordinateurs qui aident les juristes à prendre des décisions. Il y a pas mal de choses à faire du côté de l'automatisation et l'informatisation de la justice, croyez-le. Pas forcément pour des affaires pénales ou des crimes conjugaux, des histoires comme ça, mais pour les infractions routières ou tout un pan de la justice qui est pratiquement déjà automatisé. Pourquoi pas complètement l'automatiser? Accès aux études, à l'information, taxe on web. Je vais vous parler de plein d'exemples et vous verrez que vous pouvez être jusqu'à un certain point d'accord. Des premiers développements qui vont dans le bon sens. Voilà, je vous montre une application. Je travaille là-dessus. J'ai une obsession qui est la mobilité. Et si vous roulez dans Bruxelles depuis quelques années, vous ne pouvez pas ne pas avoir la même obsession que moi. C'est une catastrophe. Je ne sais pas s'il y a des acteurs ici de la mobilité bruxelloise, mais c'est une hécatombe, enfin c'est une catastrophe. Et ce n'est pas le problème des initiatives. Il y a plein de chouettes initiatives. Il y a des car sharing, en veux-tu, en voilà. Toutes les semaines, il y a un nouveau système de car sharing, Zipsy, Zopsy, Toxy. Vous avez une voiture qui s'arrête, une voiture qui prend le Cambio, je ne sais pas quoi. Il y a des vélos sharing. La Stib essaie de se dépêtrer. Il y a Uber, il y a les taxis qui descendent dans la rue parce qu'ils n'aiment pas Uber, etc. Bon, soit. Donc, il y a plein d'acteurs qui participent de cette mobilité. Ce n'est pas ça le problème. Il y en a qui font des chantiers un peu à tire-larigot, à gauche, à droite, etc. Bon, et qui bloquent tout, mais bon, soit. Il y a plein d'acteurs. Quel est le problème aujourd'hui? Ce n'est pas les acteurs, ce n'est pas l'initiative personnelle. Ça, on peut se réjouir. Il y a de l'initiative en Belgique. Mais c'est quoi? C'est la coordination.
c'est que tous ces acteurs, à un certain moment, ils se parlent. Ils ne se parlent pas. Et c'est un grand problème. Et je suis sûr même que les gens qui démarrent les chantiers, ils ne se parlent pas entre eux, etc. Et donc, moi, ce que j'essaie de mettre en place, c'est des systèmes algorithmiques qui optimisent, évidemment, cette mobilité. Et un s'appelle JoinJoin. On développe ça avec des informaticiens. Et en fait, c'est une application qui consiste à, quand vous voulez aller du point A au point B, à vous proposer une solution intermodale. C'est-à-dire vous dire, OK, marche pendant 2 minutes, hein, prends un vélo si tu as un vélo, puis prends Uber si Uber n'est pas loin, etc. Bon. Et non seulement vous verrez cette application qui vous propose une solution, mais en plus, vous pourrez payer automatiquement à partir de cette application les différents acteurs que vous avez empruntés qui demandent évidemment facturation, etc. Et donc, c'est un truc très intéressant parce qu'en fait, ce qu'on essaie de faire dans cette application, ce n'est pas uniquement de vous satisfaire, vous, à titre individuel. Ce que font les Google Maps et les Waze, etc., c'est de vous satisfaire vous à titre individuel, mais c'est d'y intégrer aussi les objectifs sociétaux. C'est-à-dire que c'est anormal qu'aujourd'hui Waze, parce que je prends toujours cet exemple, Waze, que vous utilisez sans doute pour aller du point A au point B avec votre voiture, que Waze décide de la mobilité et de la configuration du trafic routier en Belgique. C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'un Américain ou un Israélien qui a développé Waze, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de startups qui se développent, décide de la manière dont on doit... Bon. Et d'ailleurs, vous voyez le problème. D'ailleurs, il y a des petits villages wallons qui n'ont jamais été traversés par le moindre véhicule qui deviennent des autoroutes, là. Parce que Waze décide que ce petit village doit devenir une autoroute. Mais c'est choquant. C'est pas normal. Et nous, on développe des applications. Pour autant que les services publics, l'administration décident de nous accompagner, ça, c'est des applications qui pourraient dire « Oui, mais il y a des endroits où il ne faut pas aller en Belgique. » Ou alors, il y a des chantiers qui sont là, parce que nous, on est au courant des chantiers. Ou on va vous dire de prendre votre voiture pour aller là, mais ce n'est pas une bonne idée, parce que là, vous n'arriverez jamais à vous parquer. Ou nous, on connaît les déclinaisons des routes dans Bruxelles. Prenez pas votre vélo, parce que vous allez ramer, surtout si vous avez un certain âge, vous allez ramer pour monter la rue un tel et la rue un tel. Et donc, on va optimiser en prenant en considération non seulement votre intérêt personnel, mais aussi la collectivité. C'est important. C'est pour ça que ces algorithmes sont bienveillants, parce qu'ils pensent à la collectivité. Ils essayent de concilier votre réussite et votre satisfaction personnelle avec celui de la collectivité. Donc, par exemple, on prend plein de choses en considération dans JoinJoin, le risque d'amende, les postes d'essence, les forfaits parking, les zones de parking, les problématiques d'écologie, les problématiques de météo, parce que tout ça doit rentrer en ligne de compte quand on vous propose une solution intermodale. Et c'est des problèmes d'intelligence artificielle. Hein. Et puis vous pouvez télécharger l'application JoinJoin. On va beaucoup l'utiliser. Vous voyez, ça, c'est les solutions qu'on propose. Donc voilà, une intermodalité. Vous marchez, vous prenez le vélo. Bon. Et ça marche beaucoup mieux parce qu'on est meilleur que Google pour faire ça. Mais on n'est pas meilleur parce qu'on est plus intelligent. On est meilleur parce qu'on prend en considération des réalités locales que Google ne peut pas obtenir, ne peut pas prendre en considération. Alors, autre exemple. Moi, je crois beaucoup que la transition énergétique va passer par les smart grids. Alors, les smart grids, c'est vraiment extraordinaire. C'est l'idée que chacun va participer de la production et de la consommation énergétique en équipant son habitation de panneaux solaires, d'éoliennes, etc. Mais c'est très, 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 très difficile à gérer, ça, parce que de fait, vous allez échanger votre énergie entre voisins. Mais je pense que c'est la seule alternative aujourd'hui viable, possible, même dans un pays comme la Belgique. On ne bénéficie pas d'un soleil extraordinaire, mais l'avantage du soleil, c'est qu'il y en a partout. Le problème du pétrole, c'est qu'il n'y en a que dans certains endroits. Et je vais vous dire, même s'il n'y a pas suffisamment de soleil en Belgique, on peut imaginer des imports d'énergie par même des systèmes, même des camions qui peuvent apporter des batteries solaires qui se seraient chargées en Italie ou en Espagne. Même ça marche mieux que le pétrole, etc., d'un point de vue écologique. Donc on travaille beaucoup sur l'optimisation de la consommation et de la transition énergétique par les systèmes intelligents. Et là encore, on prend en considération et votre satisfaction personnelle et aussi les impératifs écologiques, parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, on est menacé par ces 4 degrés qui nous pendent au nez dans les 10 ou les 15 ans à venir. On a besoin d'algorithmique. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, vous savez, votre informatique, elle consomme énormément, c'est terrible. Aujourd'hui, les smartphones, c'est des métaux rares. C'est un impact sur l'environnement qui est vraiment pas négligeable aujourd'hui. Vous voulez mettre de l'informatique partout, mais ça a un coût écologique. Moi, ce que je réponds généralement à ces détracteurs, c'est que oui, mais c'est grâce à l'informatique qu'on va pouvoir optimiser. C'est-à-dire que oui, bien sûr que ça a un coût, mais peut-être qu'en mettant un thermostat intelligent chez vous et avec des panneaux solaires, etc., eh bien, le coût écologique, et on peut le mesurer, va être bien moindre, malgré le coût du thermostat ou des panneaux solaires. On peut calculer ça et on peut dire que ça sera quand même moindre que si vous n'aviez rien fait, que si vous en étiez resté avec la consommation du pétrole, etc. Donc là aussi, il n'y a que l'informatique qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Alors, nous, on a fait une application qui s'appelle GenePlaza. C'est une application où vous pouviez stocker votre ADN
dans un site. Donc vous crachez dans une pipette, hein, vous pouvez y aller, ça s'appelle Gene Plaza, vous crachez dans une pipette et votre génome est séquencé et on sait un tas de choses sur vous. Bon. Alors Google a fait pareil. Sauf que Google, le seul objectif de Google, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a... Enfin, il y a plein de trucs, on pourrait discuter de ça en long et en large, mais je trouve que c'est une application intéressante parce que ça fait progresser la médecine. Quand on la pense de manière collective aujourd'hui, pour pouvoir diagnostiquer les cancers, on a besoin d'énormément de bases de données, parce que la fiabilité d'un diagnostic, ça dépend de la quantité innombrable de génomes que vous avez réussi à capturer. Et moi, je le fais dans cet esprit-là. Je le fais dans l'esprit, pas de savoir si vous descendez d'un comte ou d'un baron, parce qu'il y a plein de gens qui font de la généalogie avec ça. Ok, si ça peut vous amuser de savoir quelle est votre généalogie, mais ce n'est pas ça l'intérêt. Pour moi, l'intérêt de collecter des données génomiques, c'est pour raffiner évidemment le diagnostic du cancer. Si on sait aujourd'hui que le breast cancer gene, vous savez, c'est une mutation de cancer qui expose les femmes qui malheureusement ont cette mutation à presque 90% de chances de développer un cancer du sein, c'est parce qu'on a eu des milliers de mutations. Donc il faut aujourd'hui, dans un esprit de la collectivité et de l'amélioration de la médecine, avoir des solutions comme ça. Et Google le fait aussi, mais généralement, quand Google le fait, c'est un peu, bon, je pourrais vous dire, mais ça s'appelle My23andMe, et Google ne le fait pas exactement dans le même esprit que nous, la manière dont on le fait. Alors, dernière chose, toujours dans cette idée de service public qu'on peut améliorer, vous avez entendu parler, là j'en reparle, de la blockchain. La blockchain, c'est né avec le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, on en entend parler, mais on en entend mal parler du Bitcoin parce qu'on n'en entend parler que de spéculation. Le Bitcoin a été multiplié par 1000, il a diminué par 100, etc. C'est pas ça, c'est intéressant pour les spéculateurs. Mais il y avait quelque chose de très très profond dans le Bitcoin, c'est de pouvoir faire une dépense, de pouvoir faire une transaction, en étant tout à fait à l'abri de la moindre fraude. C'est-à-dire que non seulement, parce qu'avec un argent virtuel, vous pouviez aisément frauder, on a mis en place toute une technologie qui empêchait la fraude. Et cette technologie, elle est distribuée et décentralisée sans intermédiation, donc elle se débarrassait des banques. Alors les banques ne sont pas très très contents parce que le Bitcoin fonctionnait sans banque. Mais ce qui était aussi intéressant, au-delà de son incorruptibilité ou de son invulnérabilité, c'est une technologie tout à fait transparente et collaborative, c'est-à-dire que tout le monde participe de l'écriture du Bitcoin. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un code open source. Et ça, c'est aussi un point sur lequel je reviendrai par la fin, en conclusion, c'est que tous ces logiciels dont je parle, ils doivent être compris, transparents et collaboratifs. Si ce sont des logiciels qui prennent notre existence en charge, il faut qu'on soit conscient de la manière dont ils fonctionnent. Et encore mieux, pourquoi pas les avoir écrits nous-mêmes ? Nous pouvons participer aussi de l'écriture des logiciels de mobilité, des logiciels tous les exemples que je vous ai donnés. Interrompez-moi. Hein. Je vais finir juste par le Bitcoin et puis je prends votre question. Moi, je me suis intéressé au Bitcoin parce que ça, c'est aussi rigolo à titre anecdotique, parce qu'il y a 3 de mes chercheurs qui sont très très bons aussi et qui m'ont dit, il y a 10 ans, tu dois acheter des Bitcoins, ça va être une révolution. Je ne les ai pas écoutés. Eux ont arrêté de travailler depuis quelques années. Je ne sais pas, je crois qu'ils vivent aux Caraïbes, etc. Ils ont vendu leur Bitcoin il y a quelques années aussi. Et bon, j'aurais mieux fait suivre leurs conseils. Je ne crois pas que je serai là à vous raconter ce que je vous raconte. Oui, voilà, je prends votre question. Pas que. Notre ami nous disait, si c'est incorruptible, si c'est invulnérable, c'est parce que c'est crypté. Mais non, c'est pas que. Ça fait partie. On a crypté évidemment les transactions, mais en fait, on ne les crypte pas pour ne pas savoir ce qui s'y passe, parce que vous savez qu'en général, on peut relire toutes les transactions qui ont été faites. Si c'est incorruptible, invulnérable, c'est parce que pour pouvoir mettre une transaction dans ce qu'on appelle la blockchain, ça coûte tellement en termes énergétiques, etc. C'est tellement compétitif. Vous aimez bien la compétition, d'après ce que j'ai compris ici. C'est un processus tellement compétitif que vous n'allez pas dépenser toute cette compétition pour mettre à mal le système. Vous avez tout intérêt à maintenir le système en place. Et autant vous pouvez spéculer sur le Bitcoin, autant la blockchain, c'est-à-dire celle qui engrange toutes les transactions qui ont été faites depuis l'origine du Bitcoin, elle est restée totalement... Personne n'a pu la détourner, personne n'a pu la corrompre. Parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle le minage. C'est très difficile d'installer une transaction dans la blockchain. Oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je m'en fous du Bitcoin. Je trouve que la blockchain, c'est ce qui est le plus intéressant. Le problème, c'est qu'on entend maintenant parler de cette blockchain un peu partout, à tire-larigot, à tort et à travers. Et parfois, les gens, ils ont simplement une base de données distribuée, ils appellent ça la blockchain. La blockchain, c'est un ensemble de technologies avec le cryptage, avec la distribution de la même chaîne parmi tous les internautes. Il y a plein d'idées dans la blockchain. Il faut faire attention parce qu'il y a des blockchains partout maintenant, mais je pense qu'il y en a peu qui sont aussi originales que celles initialement dans la Bitcoin.
Oui. Mais y a-t-il possible d'appliquer la blockchain dans les monnaies nationales? Oui, tout à fait. Ben, les banques, ils sont un peu. Aujourd'hui, les banques essaient de se positionner, évidemment. Il y a des blockchains qui sont tout à fait locales, des blockchains qui sont privées, on appelle ça des private blockchains. Donc, en fait, on est en train de décliner cette belle idée de la blockchain qui date de maintenant 10-15 ans. On est en train de la décliner avec des mini-blockchains. Parce que de toute façon, la blockchain, comme elle a été pensée initialement pour le Bitcoin, elle n'est pas viable. Puisque, de fait, aujourd'hui, pour pouvoir mettre une transaction dans la blockchain, il faut consommer une énergie qui est pratiquement équivalente à toute l'énergie de la Tunisie. En un jour, il faut consommer tout ce que la Tunisie consomme en un an, en termes énergétiques. Simplement pour mettre une transaction dans la blockchain. Parce que c'est tellement compétitif comme procédé que, en fait, l'idée, c'était de rendre la chose très difficile, mais elle est devenue à ce point difficile qu'aujourd'hui, c'est impossible. Et en plus, la blockchain elle-même, elle fait, je crois, presque 20 ou 30 gigas maintenant. Et donc, l'idée originale que tout le monde puisse participer de la maintenance et de la viabilité de ce système est tout à fait tombé en déconvenue, ça ne marche plus comme ça. Mais avoir des blockchains locales pour des opérations dans un secteur bien déterminé, ça oui. Donc on est en train de repenser, comme vous disiez, des déclinaisons plus locales de la blockchain. Mais il faut se repositionner par rapport à cela, oui. Alors la blockchain, toutes les transactions, ce n'est pas forcément l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'intéresse dans la blockchain, si vous voulez, c'est que ça fait partie de la gouvernance algorithmique. C'est-à-dire que c'est l'idée que les algorithmes... En fait, pourquoi... Alors, après, je vous expliquerai la blockchain. Pourquoi est-ce que la blockchain me passionne? C'est parce que ça fait partie de cette idée que si on accepte de livrer nos existences à des algorithmes, c'est parce qu'on pense que les algorithmes vont nous aider à mieux vivre. Et une des raisons pour lesquelles ils vont nous aider à mieux vivre, c'est parce qu'ils vont essayer d'empêcher, de par leur fonctionnement, certains comportements, et c'est pour ça qu'ils sont un peu Big Brother, certains comportements incivils, certains comportements déviants, notamment en termes de consommation, en termes de mobilité et en termes de transactions financières. Au moment où on a mis en place le Bitcoin, il y avait un risque évident, comme c'était une monnaie virtuelle. Vous savez, quand vous passez une pièce d'or, ça a une valeur telle que quand vous la donnez, vous ne l'avez plus. Donc, vous ne pouvez pas faire un double paiement avec une pièce d'or, une pièce d'argent, une fois que le paiement est effectué. Bon. Alors, quand on n'avait plus des pièces et qu'on n'avait plus que des billets qui étaient déjà un argent un peu virtuel, on avait une banque qui s'assurait que si vous aviez donné l'argent à quelqu'un d'autre, cet argent évidemment avait été retiré de votre compte et il avait été débité de votre compte et crédité chez le compte de votre banque. Donc tout ça fonctionnait grâce aux banques. C'est la banque qui s'assure que le transfert se fait, diminue votre compte d'antan et enrichit le compte de... Avec la disparition des banques, donc la disparition du tiers, si vous voulez, la disparition du tiers de confiance, comment s'assurer que quand vous donnez un bitcoin, bien, vous ne gardez pas ce bitcoin pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle le double paiement. Et donc, ils ont mis en place tout un système qui rend ce double paiement impossible. Et ce système, c'est la blockchain. Donc, en fait, la première chose, c'est qu'on met toutes les transactions qui ont été faites sont enregistrées dans une base de données. Cette base de données est démultipliée chez tous les acteurs, tous ceux qui participent. Et en plus, l'accès à cette base de données est rendu extraordinairement difficile. Donc, c'est ça qui empêche, si vous voulez, la fraude. Ça, c'était l'idée de la blockchain. Alors, tout ça fait partie d'un même esprit. Et la Belgique, alors pourquoi je vous donne tous ces exemples? Parce qu'on est super bien placé. On fait aujourd'hui, nous, mais pas que dans mon labo, vous savez qu'une des personnes qui a inventé les algorithmes de la blockchain, c'est Jean-Jacques Huysquater, qui est un professeur à l'UCL, un extraordinaire informaticien, et il est cité par Nakamoto, qui est le fameux inventeur du Bitcoin, dont on ne connaît pas tout à fait exactement. Et ce sont des chercheurs belges. Et donc on est vraiment à l'origine, il faudrait que vous invitiez un jour Jean-Jacques Huysquater, on est à l'origine du Bitcoin. Et on a plein de chercheurs comme ça qui sont extraordinaires. Donc on était, nous, aux avant-postes de plein d'idées pour mieux vivre, mais évidemment on est en train de se faire déposséder de ces idées par les GAFA, par des acteurs privés qui disent « Ok, mais nous on a la technologie, mais on va en plus prendre le rôle que vous affectez à ces technologies, c'est-à-dire gérer la société. » Et donc de fait, je vais vraiment en terminer pour pouvoir laisser la place un peu à la discussion. Donc, moi je pense qu'il faut reprendre la main sur ces technologies et les utiliser, les exploiter, à de fait une meilleure société. Et donc, comment se faire? D'abord, il faut, mais ça c'est difficile, quand je parlais avec le président de Google hier, c'est difficile, je trouve qu'il faut reprendre la main sur les GAFA. Reprendre la main sur les GAFA, c'est-à-dire que nous devons présenter des alternatives. D'ailleurs, le président de Google il me disait, mais vous savez pourquoi nous on fait ça? Parce que vous n'êtes pas foutus de le faire. Les États ne sont pas foutus de gérer la mobilité, de gérer la transition énergétique, de s'occuper de la médecine de demain. Nous, on est efficaces. Nous, on fonctionne beaucoup plus efficacement que les États. Donc, nous nous en occupons.
Mais ça, on ne peut plus laisser passer, on ne peut plus laisser dire. Ce n'est pas normal que les acteurs privés aient, puisque généralement l'objectif, même si hier ils prétendaient le contraire, ils disaient non, même nous le profit, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a vraiment... Non, mais c'est comme ça qu'ils se présentent, hein, c'est vraiment comme ça qu'ils se vendent. Et j'ai parlé avec plein d'acteurs de Google, je peux vous dire que c'est comme ça ils ont un motto, don't be evil, nous, ce n'est pas le profit, c'est la société, les biens publics, le bien-être, etc. Mais moi, je n'y crois pas, évidemment, c'est de l'enfumage. Mais c'est la manière... Et j'y crois d'autant moins que je veux que nous soyons capables de proposer des alternatives. Est-ce que c'est possible au niveau belge? On a d'extraordinaires acteurs au niveau belge, mais on n'est peut-être pas suffisamment grand. Et le problème, évidemment, des GAFA, c'est qu'ils reprennent, comme je vous dis, tous les secteurs de nos vies. Ils s'occupent de la domotique, ils s'occupent de tout ce qui est le jeu, ils s'occupent de la médecine, ils s'occupent de la mobilité. Ils rachètent à tour de bras dès qu'il y a une bonne idée. Dès qu'il y a une petite start-up qui est innovante dans quelques secteurs que ce soit, la robotique, la domotique, le bitcoin, dans quelques secteurs, ils la rachètent. Ils ont un tel pouvoir financier que c'est presque devenu le fantasme de quelqu'un qui crée une start-up aujourd'hui. J'en ai accompagné plusieurs. C'est de se faire racheter par Google. Évidemment, ils mettent comme rien, ils mettent 100 millions sur la table. Même si vous avez un grand objectif ambitieux d'améliorer la vie de tout le monde, si on vous met 100 millions sur la table, c'est assez, bien sûr, c'est assez convaincant. Et donc, eux, les GAFA, ils ont une concentration des cerveaux parce que l'autre fantasme des chercheurs, un chercheur chez nous en Belgique, il a un mal fou à se faire payer le FNRS, c'est 1 sur 100, le FRIA, n'en parlons pas, qui donne de l'argent, Innoviris, région Wallonne, je parle de la Belgique francophone, Belgique flamande, ça marche mieux, mais je parle de la Belgique francophone, c'est incroyable pour obtenir, je ne sais pas moi, 1 000 € aujourd'hui de l'administration publique pour nos chercheurs, c'est terrible. Alors à côté de ça, s'ils sont bons, pas s'ils sont mauvais, les GAFA s'en foutent, mais s'ils sont bons, et que vous avez Google qui leur propose du jour au lendemain des salaires mirobolants, et non seulement ça, mais ils vont travailler avec les meilleurs chercheurs de la planète qui se concentrent chez Google, comment vous voulez résister à ça? Et donc on perd nos chercheurs, il faut le dire. Il y a une fuite des chercheurs aujourd'hui vers les GAFA, qui ont les meilleurs labos de recherche, et avec une concentration de cerveau, une concentration de technologie, une concentration de données, puisque les données, c'est eux qui les ont. Hein, malgré la régulation européenne, ce n'est pas demain qu'ils vont lâcher leurs données, parce que s'ils font de la légende automatique de photos, etc., c'est parce qu'ils ont les données. S'ils font de la médecine, c'est parce qu'ils ont les données. S'ils font de la conduite automobile, c'est parce qu'ils ont les données. Ils ont tout. Ils ont les cerveaux, la technologie et les données. Donc comment reprendre le contrôle? C'est un sacré challenge. C'est certainement au niveau européen, mais on doit s'y atteler, et bien sûr, les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer à ce niveau-là. Alors, entamer, bien sûr, les transitions sociétales, changer, faire la transition énergétique. On parle de disparition des emplois, mais c'est de la foutaise. Si vous mettez des panneaux solaires sur les toits, s'il y a des gens qui ont le courage de faire les smart grids, de mettre des panneaux solaires sur les toits, de mettre des éoliennes dans nos maisons, pour se débarrasser des entreprises polluantes, etc. Ça, c'est une création d'emplois extraordinaire. Ce n'est pas des robots qui vont monter sur les toits pour mettre des panneaux solaires. Vous les avez vus, les robots jouer au foot? Ils ne vont jamais monter sur un toit. Le patron de Google, hier, il disait, vous savez, les boulots qui ne vont jamais disparaître, c'est les plombiers. C'est lui qui le disait, pourtant il est aux avant-postes de toutes les disparitions d'emplois. Il disait, moi je suis sûr que quand je vois le plombier travailler, celui-là il a aucun risque. Au contraire, le médecin, l'avocat, le politique, etc., ceux-là ils vont disparaître, mais pas le plombier. Jusqu'à un certain point on peut lui donner raison, mais le type qui va monter sur le toit pour mettre les panneaux solaires, ça c'est sûr qu'il ne va pas disparaître, vous avez vu les robots. Et donc ça c'est des transitions extraordinaires. Repenser les villes, faire des smart villes, il faut repenser la mobilité. On a les technologies pour ça, mais pourquoi on ne le fait pas? Bien sûr, il faudra former les gouvernements et les citoyens au numérique. C'est assez désespérant, mais malheureusement, on n'a pas du tout les systèmes de formation qu'il faut. Ici, en Belgique, on n'est pas foutu d'apprendre à nos enfants en primaire et en secondaire l'algorithmique. Vous savez, le pays qui le fait depuis quelques années, il y en a un qui le fait, s'appelle l'Estonie. Elle était à la tête de l'Europe il y a encore quelques mois. L'Estonie. Concours PISA, vous avez Singapour, machin. Vous savez quel est le premier pays européen au concours PISA? Vous avez compris, l'Estonie. À l'âge de 6 ans, les enfants, ils apprennent l'algorithmique. À l'âge de 6 ans, les enfants, bon, c'est un pays qui est extrêmement informatisé, mais ce n'est pas que ça. L'algorithmique, ça force la pensée. On comprend ce que je vous raconte quand on a fait un peu d'algorithmique. Les enfants, ils passent du temps à jouer aux jeux vidéo, ils adorent ça. Vous leur apprenez à programmer, ils adorent ça. On est en train de gâcher toute une génération de jeunes. Nous, pas d'autres pays, pas l'Estonie par exemple, enfin c'est un tout petit pays, et pas l'Asie, de moins en moins les États-Unis. Il y a d'autres pays en Europe où ils apprennent. Et pas que les enfants, tout le monde doit se former à l'algorithmique, au numérique, etc. Promouvoir une algorithmique totalement transparente. Je raconte ça souvent, mais nous, les informaticiens, on utilise une plateforme qui s'appelle GitHub.
GitHub, c'est que tous les codes que l'on fait aujourd'hui sont transparents, sont ouverts, tout le monde peut les voir, tout le monde peut les lire. C'est le cas de la blockchain. Google fait un peu ça maintenant aussi, parce qu'en plus la communauté européenne va leur imposer de rendre tout leur algorithme transparent. Mais c'est une plateforme où quotidiennement, il y a des millions d'informaticiens qui travaillent ensemble. C'est extraordinaire. On parle de démocratie participative, il n'y a pas plus bel exemple. C'est des millions d'informaticiens qui tous les jours travaillent sur la même plateforme, partagent leur code, réfléchissent ensemble et développent des millions et des millions de codes. Ça, c'est la manière dont ça doit fonctionner, évidemment. On doit comprendre ces algorithmes, on doit les développer ensemble. À quelle échelle, je ne sais pas, mais on parle de démocratie participative. Je trouve que c'est un superbe exemple. Filtrer les lieux de gouvernance avec un maximum d'experts. Et surtout, je finis là-dessus, il faut repenser. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, dans le système politique, il y a 3 pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, etc. Moi, je crois que le pouvoir exécutif et législatif, il doit être complètement repensé. Ce que j'appelle, d'autres appellent ça aussi la démocratie 3.0, 4.0, je ne sais plus où on en est. Mais quand on écrira des codes pour la mobilité, pour la transition énergétique, pour la police prédictive, pour les smart contracts, c'est des lois. C'est des lois. On est en train de mettre nos lois dans des codes. C'est le pouvoir parlementaire. C'est les parlementaires qui écrivent les lois. Eh bien, en fait, voilà, on va mettre les lois dans les codes. Et les codes, une fois qu'ils s'exécuteront, c'est le pouvoir exécutif d'exécution. Et on peut considérer que les algorithmes vont le faire mieux. C'est un peu le pari, vont le faire mieux que nos politiques en place, parce qu'ils ont un degré d'efficacité qui est supérieur. Bon, évidemment, c'est très ambitieux ce que je vous raconte, pouvoir politique, pouvoir judiciaire, tout ça remplacé par les codes. Et un dernier exemple de cela, et c'est vraiment, je vous promets, c'est ma dernière image, il y a un débat en France, si vous lisez un peu la presse française, vous avez vu ce débat, c'est les algorithmes aujourd'hui qui décident de l'affectation des étudiants dans les universités. C'est pas anodin, ce sont des millions d'étudiants dont le sort est scellé aujourd'hui par un algorithme. Alors, parce qu'en fait, ils sortent de l'école et puis ils doivent mettre des choix, et puis il y a un algorithme qui dit tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là, etc. Bon, c'est un algorithme qui tranche, un algorithme qui décide. Il y a quelques années, cet algorithme s'appelait Admission Post-Bac. Et en fait, c'est un algorithme qui ne marchait pas trop mal, sauf qu'il y avait des gens qui avaient fait des parcours scolaires extraordinaires et qui ne trouvaient pas leur université du premier choix. Ils ne comprenaient pas, ils disaient, mais enfin, avec un dossier pareil, comment ça se fait que je n'ai pas mon premier choix à l'université? Puis petit à petit, les gens se sont dit, mais enfin, cet algorithme, personne ne comprend comment il fonctionne. Les gens avaient raison de s'émouvoir. On a envie de comprendre pourquoi est-ce qu'on est affecté dans cette université. Alors, ils se sont plaints. Et le gouvernement, à l'époque, c'était Hollande, a dit, oui, il faut rendre ouvert cet algorithme. Et on s'est rendu compte qu'un critère très important de choix, c'était le tirage au sort. Quand il n'y avait pas assez de place dans les universités pour le nombre de demandes, qu'est-ce qu'on faisait? On jetait un dé. Quand les gens ont su ça, ça a été une levée de bouclier. Les gens se sont enflammés en disant c'est pas possible, mon sort lié à un jet de dés. Bon, on peut discuter de ça. C'est pas forcément mauvais. Enfin bon, en tout cas ceux qui prônent l'égalitarisme à tout craint, pourquoi pas voilà, à un moment on rabat les cartes, tout le monde a les mêmes chances d'accéder dans les meilleures universités, etc. Mais ça n'a pas marché, surtout pas avec la France de Macron. On se dit non, c'est pas l'université qu'on veut. Et donc on a changé cet algorithme. Il est devenu Parcoursup. Et c'est un algorithme extrêmement méritocratique. Donc maintenant, on regarde évidemment votre parcours scolaire, on regarde aussi les universités auxquelles vous voulez accéder et on essaie de faire le matching, etc. Donc les meilleurs univs pour les meilleurs écoliers, etc. Bon, ça ne change pas, tous les étudiants sont toujours dans la rue, vous avez vu, toutes les universités sont occupées, branle-bas de combat, etc. Sauf que c'est une minorité, c'est un peu les étudiants rebelles et révoltés, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'en fait, indirectement, les gens commencent à écrire ces algorithmes. Parce qu'on voit bien que Parcoursup, ça fait partie. Alors les informaticiens se sont dit, mais comment il faut le faire cet algorithme? Alors ils ont réuni des acteurs, des experts, ça se fait au ministère de l'Éducation évidemment, ils restent concernés. Mais il y a en fait ces 3 groupes de développeurs dont je parlais, ils sont là, il y a les politiques, parce qu'il y a des idéologies qu'on ne peut pas combattre, il y a des gens qui sont plus méritocratiques. À un moment, les Français ont décidé Macron plutôt qu'un autre. Macron a une certaine vision de la société, elle est un peu transposée dans l'algorithme. Ces algorithmes sont plus macroniens qu'ils étaient hollandistes, parce qu'ils sont un peu plus méritocratiques, mais ça, les Français l'ont choisi, après ils ne doivent pas s'en plaindre. Puis il y a des experts en éducation publique, parce qu'ils connaissent la réalité du terrain, et puis il y a les citoyens. Il y a les étudiants, il y a les parents d'élèves qui ont leur mot à dire, et vous mettez ces 3 groupes ensemble et vous écrivez les codes, vous écrivez les lois qui nous gouvernent. Moi je crois beaucoup en ça, cette version-là assez nouvelle, parce qu'on dit que les citoyens ne participent pas assez de la gestion de la société, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a que les élections et le référendum. Encore le référendum, chez nous, il n'y a pas beaucoup de moyens de participer à l'écriture des lois. Il y a nos parlementaires, mais ça, c'est une toute nouvelle manière d'écrire les lois. Et moi, j'y crois beaucoup et je défends beaucoup cette société. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Bonsoir. Ça marche? Oui. En fait, j'ai déjà 2 questions. Donc je préempte un peu. Ces algorithmes, quelle place laissent-ils à la morale? En fait, cette histoire de Parcoursup, ça m'a intéressé. Et en fait, l'algorithme est utilisé pour accepter automatiquement les très bons, éliminer automatiquement ceux qui n'ont virtuellement aucune chance. Et ceux qui sont dans la zone grise, ils sont en fait examinés par un enseignant, donc de façon humaine. Mais donc, quelle est la place de la morale et de la conscience dans vos algorithmes? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est, puisque j'ai bien compris que les GAFA, c'était intéressant, mais c'est aussi des gens dangereux qu'il faut contrôler, est-ce que néanmoins, dans votre laboratoire, on ne pourrait pas s'inspirer un petit peu de leur réussite économique? Et est-ce que vous parvenez à valoriser sur le plan économique le produit de vos recherches, ce qui vous procurerait des ressources financières? Alors, première question, c'est sans doute d'une certaine manière la plus simple à répondre, parce qu'en effet, pourquoi est-ce que Parcoursup est devenu Parcoursup? Parce qu'à un certain moment, les citoyens l'ont voulu. C'est-à-dire que non seulement les citoyens l'ont voulu, mais par le jeu électoral, ils ont voté pour une forme d'idéologie qui est clairement plus méritocratique que sans doute. Donc je pense que ces algorithmes, évidemment, ils ne portent aucune valeur morale. Qui c'est qui leur injecte, si vous voulez, le choix de société? C'est nous. Il n'est pas question que les algorithmes décident par eux-mêmes de quelle société dans laquelle nous voulons vivre. C'est clairement des choix que nous allons faire. Et le fait que... Alors, ce que les algorithmes font par ailleurs, c'est de rendre ça très efficace, parce que c'est plus efficace de le faire via une plateforme que de faire des queues pour aller vous inscrire dans les universités. Il y a une véritable efficacité là-dessous. Il peut gérer des centaines de milliers, si pas des millions de dossiers, et très très vite, vous avez des réponses, etc. Ça pose encore des problèmes. Enfin, normalement, on gagne en efficacité. Donc, c'est pour ça que les algorithmes ont un pouvoir d'exécution. Et en plus, si ça ne nous plaît pas, vous avez vu, d'un coup de cuillère à peau, on a en créé une nouvelle version. Vous savez, c'est passé de APB à Parcoursup, il n'a pas fallu longtemps, il a suffi de changer quelques lignes de code. Ils sont très facilement réécrivables. Alors qu'une loi, vous imaginez, pour changer une loi dans ce pays, et qu'en plus le lasagne administratif qui est devenu la Belgique, les algorithmes, vous changez tout de suite. Vous mettez ça sur GitHub, tout le monde se met d'accord, c'est comme ça qu'il faut les faire. En un jour, vous avez un autre algorithme. Et puis vous le redistribuez, et puis voilà, APB est devenu Parcoursup. Mais APB est devenu Parcoursup parce que de fait, il y a une autre idéologie, il y a une autre morale qui est en train de l'emporter. Dans le cas de l'éducation, ce n'est pas forcément la même chose dans tous les secteurs de nos vies, mais dans le cas de l'éducation, on a décidé que de fait, une sélection plus méritocratique qui prenait en considération le parcours scolaire avait plus de sens que le tirage au sort. Mais ce n'est pas l'algorithme qui en a décidé, c'est nous. Mais moi, je veux qu'on reprenne la main sur ces algorithmes. Je veux qu'on décide, par exemple, quand on fera les transports autonomes, prenons la voiture autonome, même si je ne crois pas à la voiture autonome, je crois que c'est un cul-de-sac, la voiture autonome. Mais quand on aura des transports autonomes néanmoins, il y aura des priorités. Par exemple, est-ce qu'un ministre devra aller plus vite du point A au point B qu'un citoyen lambda? Il y a peut-être des gens qui diront non, ça sera le transport, et on décidera comme ça d'un commun accord, à qui on accorde des priorités. Voilà, c'est le genre de société dont nous devons débattre, et une fois qu'on se sera résolu, nous les mettrons dans l'algorithme. Ouais. Je disais que j'ai un gros doute sur votre hypothèse qui consiste à dire que la morale de l'algorithme est assurée au travers d'un processus d'élection, de choix démocratique. Je ne sais pas quand même, mais si vous avez observé les campagnes électorales récentes, que ce soit en Belgique, en France, aux États-Unis, vous pensez que les gens, calmement, s'interrogent sur le bien fondé, la rationalité des discours, des options qui leur sont proposées? Vous pensez vraiment que c'est ça? C'est comme ça que ça se passe, une campagne électorale? Il faut regarder un peu la télé, lire les journaux et comprendre que ça ne se passe pas du tout comme ça. Malheureusement, c'est une grosse manipulation. Ok, alors si je vous suis, et si j'abonde dans votre logique, il faut se débarrasser de la politique et des élus, et tout confier à des technocrates qui seraient au fait des réalités et qui auraient la compétence pour résoudre les problèmes. Mais on peut, je veux dire, moi, je n'ai pas forcément de problème avec cette vision sociétale aussi. Quittons complètement l'univers des politiques, des campagnes électorales, etc. Mais j'ai malgré tout l'impression qu'on ne peut pas s'en débarrasser complètement. Parce que de fait, il va y avoir des conflits idéologiques pour lesquels il va être impossible de trancher. Et que la seule manière d'y trancher, ça sera un vote, quelque manière qu'il soit. Un vote majoritaire dira que nous voulons plus une société mérite. Je ne crois pas qu'un expert puisse imposer au monde sa vision, si vous voulez. L'expert peut
coder l'algorithme de manière à ce qu'il fonctionne je dirais, à l'option morale que nous aurons élue. Mais ce choix de l'option morale, est-ce qu'on le confie complètement? On peut considérer que les experts sont sont plus malins que nous pour savoir le type de société auquel on veut adhérer, etc. C'est un choix. Je ne me positionne pas définitivement sur ce choix. On peut combattre complètement la politique et dire, voilà... Mais je vais prendre vite la deuxième pour laisser un peu de temps. Après, on peut parler. Moi, je suis là. Hein. Ouais. C'est ce que j'avais. Je vous promets, je serai là, on peut encore en débattre. Et pour votre deuxième question, ça va être très rapide aussi. Moi, l'algorithmique que je veux, c'est une algorithmique au service du public. Et donc, ce que je veux, c'est que le public me paye. Le privé me paye aussi, hein, mais ça ne m'intéresse pas, parce que quand le privé me paye, c'est pour faire du profilage de clientèle, j'ai plein de contrats avec le privé qui fait fonctionner mon labo, on est une cinquantaine dans le labo, etc. Mais pour faire des algorithmes, pour le transport, pour la médecine, là, j'ai l'impression que l'acteur public, encore, normalement, devrait être... Parce que sinon, justement, on est en train de perdre un combat. Et le problème, c'est qu'avoir des fonds publics aujourd'hui pour ces transitions au numérique, c'est très, très difficile dans un pays comme le nôtre. C'est très, très difficile. Et de plus en plus difficile. Hugues, bonsoir. Bonsoir, Audouin. Tu as brillamment montré les avantages de l'intelligence artificielle, mais tu n'as pas beaucoup parlé des dangers. J'en relève quelques-uns et il y en a certainement d'autres. L'utilisation malfaisante des données, ce qui peut influencer les élections, Cambridge Analytica. Les risques de hacking, quand on parle d'avions sans pilote, avoir un jour un hacker qui provoquera le crash d'un avion, ça peut être un autre problème. Le détournement de l'intelligence artificielle à des fins militaires, donc toute la problématique des robots tueurs et le risque de conflits dans le monde entier qui pourrait se multiplier simplement parce qu'on n'expose plus les militaires. Ou peut-être, et plus philosophiquement, est-ce que créer une société d'humains qui sont incapables de penser n'est pas un grand danger? Toute la soirée, là. Alors, je te reconnais bien là, mais sur la dernière, ça on me pose souvent, parce que si ces algorithmes prennent en charge évidemment tous les recoins de nos existences, si on n'a plus à penser de rien, si c'est un algorithme qui décide pour vous, alors moi je rassure toujours en disant que, ça c'est ta quatrième question, ces algorithmes fonctionnent à la marge. Ce n'est pas eux qui vont décider de ta fidélité amoureuse, de la manière dont tu éduques tes enfants, des amis que tu choisis, de ce que tu veux manger. Il y a plein d'espaces dans lesquels ta capacité délibérative va être mise à rude épreuve et tu pourras encore trancher entre des options philosophiques de vie, etc. Mais pour ce qui est du transport dans Bruxelles, si tu vas plus vite du point A au point B, pour ce qui est de la réduction et de la pollution dans les villes, etc. Si un algorithme nous donnait un petit coup de main, bien sûr, ce serait une entrave à nos libertés, mais bon, on ne va pas être chagrin, puisque c'est pour le bien-être collectif. Et je te dis, il y a encore de larges espaces de réflexion et de comportement médiocre. Voilà. Donc, voilà, rassure-toi, on aura encore l'occasion de penser, délibérer et faire les choix qu'on veut. Pour le problème des hackers, les hackers, ils ont toujours existé. C'est un combat, comme tu sais, entre les informaticiens bienveillants et malveillants. Quand tu parles des avions, on pourrait déjà aujourd'hui détourner les avions de manière algorithmique. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision quand même assez optimiste, pour avoir la vision pessimiste, mais je vous dis, moi, je véhicule plutôt une vision optimiste, c'est qu'aujourd'hui, la bienveillance l'emporte sur la malveillance quand il s'agit, si vous voulez, de la chose informatique. C'est-à-dire que malgré les risques auxquels ces systèmes informatiques envahissants nous ont déjà exposés, ils nous exposent, eh bien, on voit bien que c'est pas si facile de détourner un système informatique. On aurait pu imaginer que ce soit, quand vous pensez au septembre, ce n'était pas des hackers, c'est des types qui sont arrivés avec des systèmes moyenâgeux pour détourner ces avions. Or, la technologie nous permet de les détourner de manière beaucoup plus... Et on ne le fait pas. Même ça, c'est parce que beaucoup d'informaticiens mettent en place des systèmes extrêmement préventifs, protectifs. Quand tu prends la blockchain, par exemple, personne n'a jamais réussi. Il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'argent avec le Bitcoin, mais personne n'a jamais réussi parce que c'est de la crypto vachement poussée, et que si quelqu'un arrive avec très très rapidement, il y a des informaticiens qui les combattent et qui trouvent les parades. Donc il y a un combat, un peu comme beaucoup de secteurs technologiques, mais pour l'instant, je crois que dans le monde informatique, le bien l'emporte. Alors les drones... Oui, mais ça fait partie de toutes ces discussions qu'on doit avoir. Les drones, c'est une évolution assez terrifiante, puisqu'aujourd'hui, il y a 3 000 victimes, 3 000 à 4 000 victimes chaque année qui est attribuée aux drones, à des drones qui, en plus, n'ont même plus besoin d'identifier leurs victimes, parce que pendant tout un temps, les drones avaient l'obligation militaire d'identifier la victime avant de l'éliminer. Maintenant, les drones identifient simplement sur une présomption.
sur un délit de sale gueule, pour le dire un peu méchamment. Si quelqu'un a vraiment un look de terroriste, le drone élimine sans savoir qui c'est, pourquoi, etc. Et donc c'est presque une automatisation. Et les robots tueurs existent, hein, on s'en émeut, mais vraiment ils existent. Alors ça, c'est clair qu'on doit reprendre la main. Aujourd'hui, il y a beaucoup de comités d'éthique. En Europe, on se bat pour l'éthique de l'IA, aux États-Unis aussi. Mais ça, c'est un peu l'écriture des algorithmes. Tu veux. On doit aussi décider de la société algorithmique que l'on veut. On doit prendre part de cette société. Il ne faut pas la confier. Il faut être partout. Nous devons reprendre. C'est vrai que ces algorithmes ont un pouvoir d'efficacité extraordinaire, mais nous ne devons pas laisser la main. Si nous devons pas. Et je dirais pour ton premier point, moi, je tombe des nues qu'il a fallu 10 ans pour se rendre compte que Facebook nous ciblait grâce à nos données privées. C'est vraiment invraisemblable. Enfin, c'est un cirque, cette histoire. Tout le monde a l'air surpris, mais tout le système économique de Facebook, de Google fonctionne sur le ciblage. Ça ne peut fonctionner que par le ciblage, parce qu'en fait, ils vous ciblent, parce que vous devez cliquer sur les liens qu'ils vous proposent, parce que si vous ne cliquez pas sur les liens qu'ils vous proposent, ils ne mettent pas $1 dans leur poche. La seule manière pour eux de s'enrichir, c'est que vous cliquez sur les liens qu'ils vous proposent. Et pourquoi ils vous proposent ces liens? C'est parce qu'ils savent que vous allez cliquer sur ces liens. Donc c'est comme ça que ça marche le commerce, à la Facebook. Alors, on peut se dire que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. En matière de médecine, par exemple, le fait qu'on personnalise la médecine, ce n'est pas une mauvaise idée. Le traitement pour vous, ce n'est pas le même que le traitement de votre voisin. Personne ne trouve rien à redire. Ah, mais en matière électorale, ça c'est un peu plus compliqué. Parce que le fait que vous aviez un peu déjà l'envie de voter Trump, vous n'étiez pas convaincu, si tu vas voter Trump, et on vous met que des pubs de Trump parce que tu as le profil trumpien ou tu as le profil clintonien, on va te mettre que des pubs Clinton. Donc on va t'encourager. C'est exactement le même principe, c'est le ciblage. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc d'un coup, on tombe des nues. Mais enfin, bon, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, le pauvre Zuckerberg. Mais on peut s'en inquiéter. On peut s'en émouvoir, mais il faut prendre le mal à la racine et peut-être remettre tout à fait en question et savoir pourquoi on cible. Le problème, c'est que ce sont les mêmes données. Hein. On utilise les mêmes données pour savoir que vous êtes plutôt Trump ou que vous allez plutôt acheter un film comme ça ou que vous allez plutôt mourir d'un cancer du poumon. C'est un peu les mêmes données. Le problème, c'est ce qu'on fait de ces données. Il n'y a pas de mauvaises données, mais il faut réglementer l'usage, évidemment, que l'on fait de ces données.